Ce matin, Aurore Berger, présidente des députés Renaissance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. On va bien sûr parler avec vous de la réforme des retraites, mais il se passe beaucoup d'autres choses à l'Assemblée nationale, on va le voir, et notamment hier, on le voyait dans le journal de 7h30, vous, à la tête de votre groupe Renaissance, vous avez quitté l'hémicycle. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une proposition de loi socialiste qui a d'ailleurs abouti à la nationalisation complète d'EDF, au démantèlement, au non-démantèlement de l'entreprise, on parlait d'EDF à l'instant, mais aussi à la création d'un bouclier tarifaire pour les artisans et les boulangers notamment. Vous étiez contre. Pourquoi êtes-vous parti ? Vous étiez minoritaire ? C'est pas exactement ça qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a aujourd'hui un président de commission des finances à l'Assemblée nationale qui est un président insoumis, Éric Coquerel, et qu'il est tenu, comme tous les députés, de respecter la Constitution, et que lui, il a une charge supplémentaire, c'est qu'il est tenu de faire respecter, quand on dépose un amendement, que cet amendement, il est bien conforme, justement, à la Constitution, ce qu'il a refusé de faire. Il a accepté qu'un amendement, parce qu'il vient de la NUPES, puisse être déposé, créant une charge de 18 milliards d'euros supplémentaires, ce qui est totalement anticonstitutionnel. Avec le bouclier tarifaire. Sachant que les Insoumis, d'ailleurs, ont refusé de voter le bouclier tarifaire que nous avons mis en place au profit des ménages, qu'on a étendu pour les collectivités et qu'on a étendu aussi pour les entreprises, notamment les plus énergivores. Considère qu'à un moment, en fait, tout ne peut pas exister au sein de l'Assemblée nationale. On ne peut pas tourner en ridicule en permanence l'Assemblée nationale comme ça a été le cas. Donc à un moment, oui, on a pris la décision en responsabilité de dire que face à un manquement évident du président de la Commission des finances qui faisait de l'Assemblée une mascarade, on a préféré quitter nos bancs juste au moment de cette proposition de loi. On est revenu juste après pour une proposition de loi que nous avons votée. Mais la question, c'est pas de perdre ou de gagner. Moi, j'accepte qu'à un moment, quand toute l'Assemblée est contre nous, quand toutes les oppositions se coalisent, nous savons mathématiquement qu'en effet, nous pouvons être minoritaires. Donc la question, elle n'est pas d'être minoritaire ou majoritaire. C'est le respect. Un petit peu quand même sur le fond. Non, c'est pas pour ça qu'on est parti. Il est sur question le respect, quand même encore une fois, du Parlement, le respect de notre Constitution, le respect de nos institutions. C'est arrivé en plus dans une journée où les Insoumis ont cru bon, au-delà de la vindicte habituelle, des insultes habituelles, de tourner en ridicule, en intimidation, le ministre lui-même, avec un député. Alors, si vous permettez, Anne Berger, on va voir peut-être à l'antenne ce dont vous parlez. C'est un tweet d'un député insoumis, Thomas Porte. Alors, j'espère qu'on va voir l'image où on le voit jouer au football avec un. Voilà, on voit le tweet en question avec un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il dit que ça fait partie du débat, c'était lors d'une manifestation, ça fait partie du débat possible. Pour vous, non. Écraser symboliquement la tête d'un ministre, c'est avoir le pied sur la tête d'un ministre ceint de son écharpe tricolore de député. Je suis désolée, je ne vois pas en quoi ça fait partie du débat démocratique. D'ailleurs, ça a particulièrement gêné, y compris un certain nombre de députés de gauche qui sont mal à l'aise avec ce genre d'image. C'est pas un photomontage, c'est pas nous qui l'avons publié, c'est lui qui a cru bon se faire photographier, ceindre son écharpe tricolore, écraser symboliquement la tête d'un ministre. Si, il a le pied dessus, excusez-moi. Les mots sont importants. Très bien, dans ces cas-là, il a juste cogné dans la tête du ministre, si vous préférez, que juste de l'écraser avec son pied. Mais je suis désolée, à un moment, tout ne peut pas exister en démocratie. Et il sait très bien ce que ça va générer. En fait, si, parce que c'est le débat. C'est que vous faites diversion par rapport au fait, encore une fois, que sur certains sujets, vous n'êtes pas en majorité, vous l'avez dit vous-même. Mais mathématiquement, encore une fois, j'ai aucun problème à dire que quand il y a une coalition de l'ensemble des oppositions, aussi incohérente soit-elle, sur un certain nombre de sujets, alors mathématiquement nous sommes battus. Mais je n'accepterai jamais l'intimidation, les menaces, les insultes que les députés de mon groupe reçoivent, le vacarme, le chahut, et qu'on s'en prenne à la Constitution. Je pense qu'à un moment, il y a des règles qui doivent exister dans notre Assemblée nationale, et ces règles, elles sont enfreintes systématiquement par la France insoumise, qui est une autoroute pour le Rassemblement national, parce que par contraste, le Rassemblement national paraît extrêmement raisonnable, et ça me paraît insupportable. Vous avez parlé de vacarme et de chahut. Il y en a eu un autre moment cette semaine, lorsqu'Adrien Quatennens, le député qui n'est plus au groupe insoumis, a posé une question, on le voit, il y a eu des applaudissements, certes, de certains de ses anciens collègues, puisqu'il n'est plus, il siège chez les non-inscrits, mais vous et d'autres députés sont partis, il y a eu beaucoup de vacarme, beaucoup de chahut, et Jean-Luc Mélenchon a dit, s'est insurgé hier chez nos confrères de BFM. Après tout, dit-il, est-ce qu'il a le droit encore, puisqu'il est
admis légalement de revenir à l'Assemblée, est-ce qu'il a le droit quand même de poser une question, oui ou non? C'est une question qui se pose. Est-ce qu'on a le droit, nous, de considérer que ça n'est pas un fait anodin qu'un député qui a été condamné pour des faits de violence conjugale revienne à l'Assemblée nationale comme si de rien n'était? Est-ce qu'on a le droit de trouver particulièrement indécent que des députés de la France insoumise se mettent à ses côtés pour venir l'applaudir et se lever pour l'applaudir? Est-ce qu'il a le droit de poser une question? Et il est, en effet, malheureusement, il est député. Malheureusement, il est député. Pourquoi vous dites malheureusement? Mais parce que je considère qu'à un moment... Il n'a pas été déchu de son rôle de député. Il a été condamné, exclu de son groupe temporairement. J'ai le droit, M. Wittenberg, en tant que femme et en tant que parlementaire, d'avoir un avis. De vous dire que ça n'est pas anodin qu'un député qui a été condamné pour des faits de violence conjugale, pour avoir frappé son épouse, revienne. Parce que, imaginez ce que ça génère pour des femmes qui ont été victimes de violences conjugales, de se dire que finalement... Même quand elles ont le courage de porter plainte, même quand elles ont le courage de dénoncer, même quand la personne est condamnée, en fait, en un claquement de doigts, cette personne peut être immédiatement réhabilitée et cette personne se fait applaudir dans l'enceinte de l'Assemblée nationale de la NUP qui par sont les partis, députés, des femmes notamment. Des femmes notamment, mais enfin, les députés de la France insoumise sont venus l'encadrer, donc la suspension, c'est totalement bidon, tout le monde le sait, et d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon l'a suffisamment dit et redit, puisqu'hier soir, le simple fait qu'on lui pose la question l'a mis hors de lui et qu'il a préféré quitter le plateau. Bon, alors on va parler de la réforme des retraites, parce qu'elle reprend aujourd'hui, après cette parenthèse du Parti socialiste qui a pu présenter des propositions. Il y avait un article, la discussion, la première lecture doit s'arrêter vendredi prochain. Un article, un seul, a été discuté et pas encore voté. Est-ce que ça veut dire que vendredi prochain, eh bien, la loi n'aura pas encore été discutée dans son ensemble, selon vous? En vérité, je ne peux pas vous répondre parce que ce n'est pas nous qui avons déposé plus de 20 000 amendements. Ceux qui ont déposé plus de 20 000 amendements savent particulièrement bien qu'évidemment, ils empêchent que la discussion puisse avancer. C'est même ce qu'ils souhaitaient faire. C'est démontrer leur opposition à cette loi en obstruant systématiquement les débats. Moi, mon groupe est mobilisé. Il est présent. On est présent à toutes les séances et massivement. On souhaite le débat. On répond à tous les arguments. Et on souhaite surtout que des débats qui sont essentiels pour les Français, sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur la question des femmes, puissent être abordés. Or, si on fait du surplace parce que nous n'avons que des amendements sur le tout premier article de la loi, on parle notamment des régimes spéciaux. Mais là, on voit des alliances assez invraisemblables. On rappelle pour les téléspectateurs que l'article... Pour défendre les régimes spéciaux. Les Français, là, il n'y a pas de doute et d'ambiguïté sur le fait qu'ils souhaitent la suppression définitive des régimes spéciaux. L'article clé, néanmoins, de cette réforme, c'est l'article 7 qui, lui, passe l'âge de 62 à 64 ans. Est-ce que vous imaginez un scénario où cet article 7 ne pourrait pas être discuté avant le passage de cette loi au Sénat? Mais encore une fois, ça, c'est de la responsabilité des oppositions. Nous n'avons pas déposé des milliers d'amendements empêchant la discussion. Vous leur demandez de retirer leurs amendements? Mais ça, c'est leur responsabilité, leur choix. Moi, j'ai ni peur ni du débat, ni du vote. Donc moi, j'ai aucun problème, évidemment, à ce qu'on puisse entrer dans ce qui est le cœur de ce que représente la réforme. Comment on fait pour travailler plus, pour que tous ceux qui le peuvent puissent travailler plus, pour qu'on sauve notre régime de protection sociale et notre solidarité intergénérationnelle. C'est ça qu'on doit faire. S'ils refusent le débat, s'ils ont peur du débat, s'ils ont peur du vote, ça les regarde, pas nous en vérité. C'est des arguments que vous répétez vous-même, les ministres concernés depuis des semaines, mais il y a un front de l'opinion qui est assez massif, puisque dans les sondages, les 3/4 des Français sont contre cette réforme. Demain, il va y avoir une nouvelle journée de mobilisation, pour la première fois un week-end. Les syndicats attendent un surplus encore de mobilisation. Ça ne vous fait pas vaciller, ça ne vous fait pas réfléchir sur les façons dont vous pourriez éventuellement revenir sur cette réforme? Évidemment que ça doit nous faire réfléchir. Il n'est pas question d'être arrogant et de balayer d'un revers de la main celles et ceux qui manifestent. Parce que à partir du moment où vous demandez des efforts à des millions de Français, parce que travailler plus, c'est en effet un effort pour des millions de Français, évidemment que ça suscite des doutes, ça suscite des inquiétudes. Eh bien, on en tient compte justement dans ce que nous proposons concrètement dans cette réforme, qui est non seulement le fait de travailler plus pour venir financer notre régime, encore une fois, de protection sociale, qui est dès cette année déficitaire, avec des déficits qui se cumulent année après année. Vous n'êtes pas encore entendu sur ces arguments? Je pense que tout simplement les Français, ils comprennent évidemment ce qu'est la réforme. Je ne ferai pas offense aux Français de dire qu'ils n'ont pas compris. Ils ont compris. Mais c'est une réforme qui demande des efforts. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à des efforts collectifs pour sauver ce qui est un bien précieux, qui est notre régime par répartition, et qui doit se faire dans la plus grande justice possible, notamment ceux qui ont commencé
commencé à travailler tôt doivent pouvoir partir tôt. Ceux qui ont des métiers pénibles doivent pouvoir partir tôt. Il y a une partie et de la un droite, certain nombre notamment des avec avancées Aurélien Pradier, sociales. qui parle de carrière longue qui débuterait, y compris, qui serait mise en place, y compris pour ceux qui ont travaillé à partir de 21 ans. Ça, vous l'avez écarté. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est de dire que tous ceux qui ont commencé tôt partiront tôt. Mais ceux pas qui ont jusqu'à 21 commencé, ans. et nous, ce qu'on a fait notamment, c'est ceux qui ont commencé avant 16 ans, ils partent à 58 ans. Avant 18 ans, ils partent à 60 ans. Avant 20 ans, ils partent à 62 ans. Avant 21 ans, ils partent à 63 ans. Après, le principe même d'une réforme des retraites, c'est en effet de demander à tous ceux qui le peuvent de travailler un peu plus. Si à la fin de la réforme des retraites, personne ne travaille plus, ça n'est pas une réforme des retraites. Pourquoi ? Parce que nous devons, encore une fois, permettre le financement de notre modèle, et donc c'est le seul levier que nous pouvons utiliser. On a entendu vos arguments. Merci Merci beaucoup, Aurore Berger, Merci. députée des Yvelines, présidente donc du groupe Renaissance.